Ouais, mais commence pas à te mettre dans les câbles, monte. Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse marketing sur la marque Lush. Mais avant toute chose, je vais vous faire une petite parenthèse assez rapide. Donc Mireille, sache qu'en barre d'infos il y a un sommaire. Étant donné que la vidéo est extrêmement longue, je préfère te mettre un sommaire, comme ça tu pourras te retrouver plus facilement dans les catégories. Et oui, j'écris mes textes Mireille, je sais que ça t'agace parce que je lis quand même pas mal. Sache que si t'as envie d'apprendre 10 à 12 pages de script à ma place et faire la vidéo, tu es la bienvenue. Pas la peine de t'exciter en commentaire. Et autre chose très importante que je dois souligner, je ne suis pas une application pour décrypter telle ou telle composition de vos shampoings, de vos après-shampoings, que sais-je. Donc pas la peine de m'envoyer des snaps de votre shampoing Dove pour me demander si c'est bien ou pas. Ma chaîne, elle est là avant tout pour vous apprendre à décrypter vous-même vos compositions et que vous puissiez vous faire un avis par vous-même, intrinsèque, individuel. C'est surtout ça le but de ma chaîne. Donc en barre d'infos, vous retrouvez tous les sites avec lesquels je décrypte mes compositions. Je ferai une vidéo à l'avenir sur ça. Vous avez pas mal d'outils en description pour décrypter la composition de vos cosmétiques. Si moi j'ai pu comprendre tout ça avec mon bac-5 en maths et mes absences injustifiées toute l'année en cours de physique, chimie, c'est que tu peux y arriver aussi, Mireille. Et donc on va passer maintenant à la marque Lush. Donc Lush est une société de cosmétiques fait main dont le siège social se situe en Grande-Bretagne, qui a été fondée en 1985. Aujourd'hui elle compte plus de 830 magasins dans 51 pays, vous vous rendez compte, c'est énorme. Alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est la fiche Wikipédia, rendez-vous bien compte. Néanmoins, des produits chimiques controversés entrent également dans la composition de leurs produits tels que les parabènes, dont l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a préconisé l'interdiction, ou encore du lauryl sulfate de sodium ou d'ammonium et du borax. Donc vous voyez déjà la fiche Wikipédia, ça commence pas très bien pour le chien, enfin bref. Donc le concept de la marque repose sur quoi? Sur des produits, voilà, comme je vous ai dit, faits main, frais, comme ils le disent eux-mêmes, et surtout des textures, des formes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Les produits ont des couleurs, des textures, des formes qui se la jouent cool, fun, c'est rigolo, c'est novateur, c'est vrai qu'on voit pas ça dans nos cosmétiques standards, et c'est souvent du jamais vu pour la globalité des gens, et ça a au moins le mérite de susciter une certaine curiosité de la part des consommateurs. Alors je vais tout d'abord vous parler de la boutique de Lush. Alors déjà avant même d'entrer dans une boutique, vous pouvez sentir à au moins 50 mètres qu'il y a du Lush dans les parages, parce qu'il y a une effluve de parfum. On le sent si vous êtes habitué à passer à Gare Saint-Lazare. Moi je me souviens, je sais quand Lush était ouvert, pareil là où j'habite actuellement, quand je passe dans la grande rue, je sens que Lush est ouvert. Voilà, lorsqu'on rentre dans une boutique Lush, on est vraiment frappé par l'odeur caractéristique et assez forte des produits. Le mobilier est généralement assez ancien, on y voit des étals un petit peu comme au marché, et les petits bacs et lavabos pour se laver les mains font clairement penser à un laboratoire de chimie. Le tout fait penser à une espèce de boutique assez rétro, comme un espèce de vieux marchand de savon qui ferait lui-même ses produits. Bref, le décor fait somme toute authentique. Les produits sont dispersés un petit peu comme sur des étals de marché, des étagères, un petit peu comme des produits frais. Donc pour faire cette analyse marketing, je suis rentrée dans une boutique Lush, et ce jour-là en fait où je suis rentrée dans la boutique Lush, l'accent était mis sur les masques frais, et ils étaient disposés en fait sur un monticule de glace qui faisait clairement penser à une poissonnerie. Donc c'est vrai que c'est hyper intriguant. Donc là clairement il y a un parallèle qui est fait entre les produits frais que tu peux trouver au marché ou chez des petits producteurs locaux et leur boutique. En plus l'aspect de certains produits font clairement penser à des espèces de fromages ou à des gros gâteaux. Ça rajoute à l'aspect fraîcheur fait main par un artisan du coin si tu veux. Maintenant je vais te parler de l'expérience client. Donc quand je suis rentrée dans cette boutique Lush, j'ai prétexté que je souhaitais offrir un cadeau à ma maman, mais que ma maman était allergique à certains conservateurs, ce qui n'est pas vrai, mais bon, voilà. Et donc j'ai précisé que je ne souhaitais pas acheter aujourd'hui, mais pour le mois prochain, puisque voilà. Et que je ne connaissais absolument rien à la marque Lush. Donc j'ai dit à la vendeuse avoir été séduite par l'univers naturel et bio, je l'ai fait exprès, de la marque, et ce que la vendeuse d'ailleurs m'a laissé penser sans me contredire ou ni même m'avertir que certains produits n'étaient pas bio ou même pas forcément 100% naturels, et donc là il y a un léger amalgame qui peut se créer pour le client lambda qui ne s'y connaît pas.
Alors malgré tout j'ai vécu une expérience client mais qui était merveilleuse, magnifique. Les vendeuses sont vraiment à l'écoute même si on précise qu'on ne souhaite pas acheter aujourd'hui. J'ai pu tester de nombreux produits, j'ai même eu le droit à des super massages grâce à mon tatouage, la vendeuse avait flashé dessus. L'expérience client était vraiment plus que parfaite. J'ai presque eu envie d'acheter les produits. Ceci étant assez rare, je le précise parce que je suis quand même assez au courant des techniques marketing et comme je sais les déjouer, c'est important de le souligner. Alors soit j'ai bénéficié d'une chance incroyable, soit la marque donne des consignes quand même très précises à ses vendeuses qui sont pour le moins remarquables et très appréciables. J'ai vraiment adoré l'expérience client et cette jeune femme qui m'a fait découvrir la marque mériterait clairement une prime d'exemplarité parce que c'est important de le souligner, j'ai parfois pas été aussi bien reçue pour acheter des choses beaucoup plus onéreuses qu'un simple savon entre guillemets quoi. Si jamais vous avez une expérience chez Lush, dites-moi en commentaire comment c'était, si c'était vraiment très positif ou bof, si c'était voilà. Donc, le discours de cette vendeuse était vraiment très bien rodé. On me parle de beurre, de cupasu, d'extraits végétaux. Le tout laisse à penser que les produits sont uniquement frais et que ce sont uniquement des produits naturels. Pour la partie maman est allergique aux conservateurs, elle m'a proposé des produits dits auto-conservés avec du sel et bien entendu les masques frais à conserver pendant un mois maximum au frigo. Et elle a bien entendu insisté sur le fait qu'ils étaient livrés chaque semaine pour renouveler leur stock qui est périssable, un petit peu comme au rayon frais de chez Carrefour avec les yaourts. Alors, je vous ai donné une information qui était capitale, je suis sûre que vous n'avez pas fait attention, mais c'est un détail qui a toute son importance. Je vous ai parlé de massage. Donc en effet, je vais vous parler un petit peu de neuromarketing. Donc accroche-toi bien, c'est hyper intéressant mais c'est un tout petit peu complexe. Le processus de décision d'achat repose directement sur des ressentis émotionnels et non sur des raisonnements par étapes. Parce que quand on regarde comment on prend nos décisions, il y a une grande part d'émotion, on est irrationnel à 85% et toutes nos actions sont irrationnelles. Donc, sauf si tu es sur ma chaîne depuis assez longtemps pour déjouer les pièges du marketing et que tu as commencé à comprendre comment fonctionnent les compositions. Donc Mireille, pour te permettre de comprendre l'explication qui va suivre, je me dois de te faire un petit cours et de t'expliquer 2-3 bases. Donc notre cerveau, il contient 3 niveaux de cerveau, 3 cerveaux on va dire distincts. Donc en premier tu as le cerveau dit primitif ou reptilien, c'est un cerveau qui a environ 500 millions d'années. Il est responsable de la survie de notre organisme, de nos fonctions vitales, il est responsable aussi de nos réflexes, de nos comportements instinctifs. Il ne comprend pas ou très peu les mots, mais c'est le cerveau qui nous sert à prendre absolument toutes nos décisions. Ensuite tu as le cerveau dit intermédiaire ou le système limbique. Il a environ 60 millions d'années, il gère des choses un petit peu plus complexes comme par exemple des choses liées à la mémoire ou aux émotions. Il se souvient si c'est agréable ou non, il permet également la création de souvenirs et de liens affectifs. Et ensuite troisièmement tu as le cerveau dit réflectif ou le cerveau logique. C'est lui qui nous permet de penser de façon rationnelle et d'analyser. Il gère également le langage, mais par contre il réagit et il traite l'information beaucoup plus lentement que les 2 cerveaux précédents. Donc on a tendance à croire que c'est le cerveau dit logique qui prend les décisions en général. Or comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes absolument irrationnels. Ce sont les 2 cerveaux en fait les plus primitifs qui vont nous aider à prendre les décisions la plupart du temps. Et c'est le rôle du 3e cerveau, son rôle ça va être de rationaliser et de justifier votre achat post-achat on va dire. Ici la vendeuse m'a fait un massage avec une barre. En effet un simple massage déclenche la production de dopamine, c'est une espèce d'hormone du plaisir. Et si l'utilisation d'un produit stimule la zone du plaisir, étant donné que c'est une zone qui est présente dans le système limbique voire primitif, vous pouvez être sûr que vous achèterez le produit. Et ça peu importe le prix, si le produit vous procure du plaisir, vous aurez encore plus envie de l'acheter. On peut également aller plus loin en essayant d'activer la zone de récompense du cerveau. Donc dans notre cerveau, on a une zone qui est appelée circuit de récompense ou système hédonique, dont le rôle est de gratifier les fonctions vitales, donc comme se nourrir, dormir, se reproduire, etc. Donc toute expérience qui procure du plaisir se traduit par une augmentation donc, de la libération de dopamine dans ce noyau limbique. Et donc si on associe l'utilisation d'un produit à une quelconque récompense via une sensation de plaisir, et ben la bingo Mireille, bingo, t'as tout gagné, tu peux être sûr que la cliente elle va acheter le produit. Exemple type,
pour une fit girl. Et les cheat meals chez McDo, elles attendent toute la semaine ou toutes les 2 semaines pour aller chercher leur cheat meal chez McDo avec des frites et un bon gros burger qui leur procure autant de bien-être qu'un orgasme. D'ailleurs à ce propos, McDo, ils sont très fort en termes de neuromarketing et croyez-moi, si on est autant accro au McDo, c'est absolument pas pour rien. Et donc pour certaines c'est absolument la même chose avec les produits cosmétiques. Et on va également en rajouter une petite couche avec le marketing sensoriel. Lush, ils sont très friands de marketing olfactif, c'est-à-dire avec notre petit nez. Donc après avoir associé les produits en termes de bien-être, on va enregistrer quand même l'odeur qui est très caractéristique de Lush, comme une odeur de plaisir et de bien-être. Et en fait, du coup, comme la zone de l'odorat dans notre cerveau, elle est directement reliée à celle des émotions dans notre cerveau limbique, c'est un petit peu le fameux syndrome de la Madeleine de Proust. Genre, à chaque fois que je repasserai devant un magasin Lush, je repenserai au massage que cette vendeuse m'a fait et du coup ça va activer les zones primitives de mon cerveau. Si ça se trouve, je développerai même un tout petit peu de dopamine en repensant à ce souvenir agréable et du coup j'aurai envie de recommencer l'expérience ou tout simplement de racheter les produits. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les drogues, Mireille, sauf que je préfère que tu ailles te tartiner le corps avec une barre de massage Lush que de t'envoyer un rail de coke, hein, clairement. Donc vous voyez que le marketing de Lush est quand même très bien ficelé et sans transition on va passer au compo. Alors première chose que je tiens à vous signaler, c'est que vous noterez le système judicieux de la description de la listing key. En vert on a les ingrédients les plus clean et en noir les ingrédients dits synthétiques et sûrs. Donc là pareil, ils utilisent du marketing par contraste. En fait votre cerveau va voir plus de vert que de noir, donc par définition il va du coup penser qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients et d'actifs 100% naturels et du coup votre cerveau occultera naturellement les 2 tiers des ingrédients inscrits en noir. Ça vous paraîtra beaucoup moins important. Or, faut savoir que dans une listing key, le premier ingrédient c'est celui qui est présent en plus grande quantité. Faut savoir que l'eau c'est considéré comme un ingrédient déjà bio, on va dire ça comme ça. Des fois ça fausse un petit peu les listing keys, je sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Bref, on va passer au masque frais pour le visage. Je vais vous montrer les compos que j'ai pris en photo. Donc le masque Les Joues Roses qui coûte 13 €, donc la compo est globalement nickel, j'ai rien à redire. Pareil, le masque Méchant Look, c'est un masque bleu, pareil, composition nickel, mis à part le colorant, bon le colorant voilà c'est pas très grave, mais en général tous les masques frais, mis à part du parfum, ont de bonnes compos, donc ça c'est des choses que vous pouvez acheter. Ensuite on va passer au shampoing liquide, donc le Fairy Trade Honey, donc vous avez en premier lieu du miel issu du commerce équitable, ensuite vous avez du mucilage de graines de lin, sauf que après c'est là où le bas blesse, on a du sodium laureth sulfate et un tensioactif moyennement irritant qui est du laurylbétène. Ensuite on a de l'huile essentielle de géranium, enfin bon vous savez lire. On a des choses assez cool en descendant. Sauf qu'après on a du benzoate de benzyle, c'est une molécule aromatique classée parmi les 26 composants odorants allergènes dont la déclaration est obligatoire sur les listes INCI. Ensuite on retrouve pareil des substances parfumantes et du parfum à la fin. Je vais vous parler ensuite du Daddy O, donc c'est un shampoing liquide. Vous avez 2 autres shampoings qui ont des compositions très similaires qui s'appellent I Love Juicy et Rehab. Donc en premier vous avez donc dans le Daddy O une infusion de citron bio frais. C'est de l'eau de citron a priori, sauf qu'ensuite on retrouve également du sodium laureth sulfate. Ensuite du sodium laureth sulfate, ça fait déjà beaucoup de sulfate je trouve. Ensuite de l'eau de mer, du parfum. Ensuite on retrouve de la cocamide MEA, du propylène glycol. Ensuite encore un glycol, on retrouve encore du jus de citron, de la noix de coco, bref vous savez lire, vous savez lire. Des huiles essentielles, un petit peu plus bas on retrouve de l'alpha isométhylionone, j'arrive pas à le prononcer. Ensuite on retrouve un colorant et tout à la fin en petite mention on retrouve du para-hydroxybenzoate de méthyle et du para-hydroxybenzoate de propyle qui sont autres que des fameux méthylparabènes et propylparabènes. Donc globalement c'est quoi la compo? C'est donc de l'eau de citron qui remplace la traditionnelle eau et la BIM SLS, SLES et en prime du parfum. Ensuite on a du MEA, donc cocamide machin
truc qui permet la miscibilité de l'eau dans l'huile, sauf que la MEA, la TEA sont des produits chimiques qui sont très similaires. Comme la DEA, ces substances peuvent réagir avec d'autres produits chimiques présents dans les cosmétiques et former des nitrosamines cancérigènes. Donc c'est un petit peu l'effet cocktail. Ensuite ils viennent des glycols pas très naturels, pas nocifs mais bon bof quoi. Et comme je vous ai dit, on a l'alpha-isométhylionone qui est suspecté d'être une substance toxique pour le système immunitaire humain et toxique également pour l'environnement, donc ça pas cool. Et comme je vous ai dit, à la fin on retrouve des parabènes. Donc les parabènes, qu'est-ce que c'est? Je ferai un focus ingrédient dessus sur le futur, enfin dans le futur plutôt. Parabènes, qu'est-ce que c'est? Ils sont suspectés d'être cancérigènes, je vais réussir à parler, de perturber le système hormonal. Ils ont été très souvent éliminés des formules cosmétiques depuis ces dernières années, mais malheureusement on en retrouve un petit peu partout et des fois ils sont remplacés par des conservateurs tout aussi toxiques, voire même pire, qui sont les MIT, donc c'est les méthyl-iso-thiazolinones, je crois que si je ne dis pas de bêtises. Donc les parabènes les plus dangereux sont à savoir le propylparabène, le butylparabène, l'isobutylparabène, et ensuite on a d'autres parabènes qui sont moins nocifs, à savoir le méthylparabène et l'éthylparabène, mais qui restent fondamentalement indésirables dans un produit destiné aux soins de la peau. Je vous rappelle que tout ce que vous mettez dans votre peau, ça passe dans votre corps, hein. Je dis ça, je dis rien. Ensuite on va passer à un shampoing sec. Donc là le shampoing sec il est composé de farine de maïs, de magnésium, de talc, de parfum et d'huiles essentielles. Globalement la compo est bonne, par contre c'est de la farine de maïs, autrement dit de la maïzena. Moi je fais mes shampoings secs tout simplement avec un mélange de maïzena et de bicarbonate, ça marche très bien, ça dégraisse les racines, le bicarbonate empêche on va dire les odeurs. Pour le prix là je trouve ça pas très rentable. Alors ensuite on va passer aux shampoings solides. Donc dans la catégorie des shampoings solides en pain rond, on retrouve majoritairement les mêmes compositions. On retrouve toujours en tête de liste des SLS, donc des sulfates, suivis par des tensioactifs moyennement irritants, parfois des glycols et des PEG, et ensuite des ingrédients végétaux. Là par exemple le Trichomania, le premier ingrédient c'est du sodium laurite sulfate, ensuite on a de l'acide cétéarique qui est un acide gras saturé, il peut être d'origine chimique ou transgénique. Par contre son utilisation on peut l'utiliser dans les produits bio, par contre il faut qu'il soit évidemment pas d'origine transgénique ni d'origine chimique. Ensuite on a de la crème de noix de coco et ensuite on a du cétérate de glycéryl, PEG sans cétérate, donc c'est donc cette famille de composés chimiques qui sont les PEG de synthèse se retrouve dans de nombreux ingrédients, dans de nombreux cosmétiques, y compris dans les dentifrices en tant qu'agent tensioactif, détergent, émulsifiant, revitalisant ou humectant pour la peau. Outre le fait que les PEG soient extrêmement polluants à produire, ils contaminent durablement l'environnement, c'est pour ça que moi je les aime pas trop, et ils contiennent de nombreuses impuretés toxiques comme l'oxyde d'éthylène, le dioxane, des composés aromatiques, des métaux lourds, bref des choses fort sympathiques qu'on adore se tartiner sur le corps bien évidemment. Et à ce titre ils sont déconseillés pour des personnes ayant les peaux abîmées. Il y a des impuretés dedans qui sont reconnues bien entendu cancérigènes et qui sont bien entendu à l'origine malheureusement du cancer du sein. Faut savoir que les PEG il y en a à peu près partout dans tous vos cosmétiques standards. Regardez hein, si vous voyez PEG, c'est simple, reposez le produit. Ensuite on retrouve de la noix de coco séchée, du laurylbétène qui est un tensioactif moyennement irritant, de la lécithine de soja, de la cire, du parfum et une huile essentielle. Bon. Ensuite on a l'avocat commis d'office, donc là pareil on a une infusion de romarin, donc ça c'est bien, on a du beurre de cupasu, du beurre de cacao, de l'avocat frais et ensuite on retrouve du sodium laurette sulfate, donc là il arrive un petit peu plus loin dans la compo donc ça va, mais bon, moi j'aime pas les sulfates. Ensuite pareil on retrouve des PEG, donc c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite on retrouve de l'alcool gras et du lauryl sulfate, ça fait beaucoup de sulfate je trouve. Ensuite on a de la glycérine, de l'huile d'olive, du parfum, du vinaigre de cire. Ensuite on retrouve de la gomme de guar, donc ça c'est un dérivé de silicone, donc il y a les mêmes effets que les silicones. Je te mets une vidéo juste là si tu as envie de regarder les effets de silicone. Ensuite on a différentes huiles essentielles, des conservateurs, etc. Bon voilà, bref. Donc on va passer à l'après-shampoing Jungle. Donc tout d'abord c'est du beurre de cacao, ensuite on retrouve du cétéaryl alcool, donc un alcool gras, et du lauryl sulfate, et ensuite on retrouve encore nos fameux PEG, ensuite encore des alcools gras, de l'acide cétéarique, du parfum, de l'avocat fraîche, etc. Ensuite à la fin, pareil la compo, voilà, c'est pas horrible mais il peut exister mieux. Ensuite pareil pour The Plums, donc c'est de l'alcool gras et du sodium laurette sulfate, et ensuite on retrouve du polyvinyl
pyrrolidone, je crois que c'est ça. Donc c'est un agent fumogène qui agit un petit peu pareil que les silicones. On retrouve du sel, de la gomme de guar, donc le guar hydroxypropyltrimonium chloride. Donc ça pareil c'est un agent fumogène dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur Nature et moi. Ensuite de l'acide citrique et là on retrouve un polyquaternium donc qui est un dérivé pareil de silicone qu'il vaut mieux éviter si vous voulez pas mettre de silicone. Ensuite on retrouve du ah oui, acrylate 21 là, ça c'est pas... Si on peut s'en passer c'est mieux. Du parfum. Ensuite on retrouve une substance allergisante qui est l'alpha-isométhylionone et ensuite on retrouve des colorants et des substances parfumantes. Ensuite on va passer aux soins visage. Donc globalement les soins visage ils ont une composition très similaire, mis à part évidemment la variance d'ingrédients, la provenance d'ingrédients naturels. Donc en effet, les compositions là par contre sont plutôt bonnes, il s'agit généralement d'un mélange d'alcool gras et de substances végétales. Par contre, chose importante que je dois vous signaler, il n'y a pas de dérivé de silicone ou de substances potentiellement comédogènes. En revanche, il est regrettable de trouver systématiquement des parabènes en guise de conservateur. Donc ça, pour moi, je ne valide pas du tout la présence de parabènes. Le seul produit à ma connaissance qui est totalement clean dans cette gamme là, c'est un produit solide où la compo elle est nickel, donc je vais vous la citer juste ici. Donc c'est du beurre de murmuru, de la poudre de calamine, du beurre de cupuaçu, je sais pas comment ça se prononce, une infusion de pétales de rose, de l'huile d'amande, du parfum, des champignons frais, une flopée d'huile essentielle, des conservateurs qui sont pas dégueulasses et ensuite des substances parfumantes. Je vais passer maintenant aux déodorants. Donc les déodorants pareil, ils ont globalement une composition qui est bonne, en revanche ils attribuent les mérites anti-odeur aux huiles essentielles et autres actifs végétaux. Mais je tiens à souligner qu'ils sont tous composés de bicarbonate de sodium qui est un des meilleurs anti-odeurs qu'il soit. Vous pouvez en mettre dans vos chaussures, directement sous vos aisselles, sur vos pieds, enfin bref où vous voulez. Par contre il peut être irritant sur certaines aisselles, ça peut vous brûler la peau. Donc ça dépend des aisselles. Moi je sais que le bicarbonate ne me fait rien sur mes aisselles, mais c'est pas le cas de tout le monde. Par contre certains déodorants sont composés de talc. Je vais vous faire un petit focus sur le talc également. Le 24 février 2016, la marque Johnson & Johnson a été condamnée aux États-Unis à verser 72 millions de dollars à une famille dont une femme est décédée d'un cancer des ovaires à 62 ans. En effet, celle-ci utilisait du talc tous les jours sur ses parties génitales. La Cour a jugé plausible le danger lié à une utilisation quotidienne du talc, en particulier sur les muqueuses. Donc, la poudre voyagerait tout simplement jusqu'aux ovaires à travers les trompes de Fallope où elle contribuerait à créer des inflammations et à développer des cellules cancéreuses. De même que le talc est utilisé pour les hygiènes des bébés, le talc est clairement déconseillé de toute façon pour l'hygiène des bébés, hein, en partant de ce principe-là, car il contribuait à aggraver des risques de maladies respiratoires pulmonaires des enfants en bas âge. On connaît également mal le lien entre l'utilisation du talc pendant l'enfance et l'apparition de cancer à l'âge adulte. Alors maintenant je vais vous parler des crèmes pour le corps et de la mention auto-conservée. Je cite Lush, maintenant disponible en version auto-conservée, cette version du Dream Cream préserve elle-même sa fraîcheur sans utiliser de conservateur synthétique. Cette formule est d'autant plus crémeuse et utilise davantage de glycérine, d'huile d'olive, Moi je vais revenir sur la mention auto-conservée. Donc la mention auto-conservée ne veut pas dire que le produit se conserve tout seul. La mention est un petit peu trompeuse je trouve. On imagine que les produits sont absolument sans conservateur. Or les conservateurs, je vous rappelle, ils sont quand même très utiles pour éviter le développement bactériologique dans vos cosmétiques. C'est pourquoi dans les cosmétiques standards et naturels, c'est obligé qu'il y ait des conservateurs, sinon votre produit serait périmé en un mois et vous aurez jeté l'argent par les fenêtres. Cette mention auto-conservée signifie qu'ils ont tout simplement retiré les conservateurs polémiques, style les parabènes en fait tout simplement, et qu'ils les ont remplacés par un autre qui est un conservateur neutre qui est de l'alcool benzylique. Et ils ont aussi également privilégié des matières non périssables comme les beurres ou les huiles auxquelles ils ont ajouté des huiles essentielles pour inhiber la prolifération de bactéries. Donc là pour les nettoyants visage, globalement on a des compositions similaires au shampoing avec la présence de sulfate. En revanche je déplore l'utilisation de DTA, c'est un agent de chélation qui n'est pas du tout naturel et qui est pas top, qu'il vaut mieux éviter. Ça je trouve ça un petit peu dommage. Donc là par exemple on a pour ce produit là une décoction de racines de réglisse, glycérine, sorbitol, parfum, ensuite du sodium cétéarate, un petit peu de sodium lauryl sulfate, des huiles essentielles, du chlorure de sodium pour le pH, ensuite on retrouve de l'EDTA donc qu'il vaut mieux éviter, et ensuite on a des substances parfumantes et une petite poudre scintillante
sur la fin. On va passer à mon avis sur Lush. Globalement, moi je suis pas hyper fan de leur discours un petit peu trop porté sur l'amalgame produits bio, produits frais, produits 100% naturels. Ça me dérange un petit peu, en plus des prix pratiqués qui sont clairement pas à la portée de ma bourse. Hein. Cependant, le concept fun, novateur, que je trouve quand même fort sympathique, fait que certains produits dont les compositions sont très clean, notamment comme les masques visage, poussent quand même mon avis vers le haut. Également, chose positive, c'est que leurs produits contiennent véritablement les actifs qu'ils vendent. Ils vont vous vendre un truc avec du beurre de cacao, va véritablement y avoir du beurre de cacao à l'intérieur. Ça va arriver, on va dire, dans les premiers ingrédients. Ce qui est vraiment très appréciable et ce qui n'est pas le cas de toutes les marques, je vous le rappelle, parce qu'il y a certaines marques qui se permettent de mettre en gros à l'huile d'avocat sur leur packaging, et l'huile d'avocat, vous vérifierez dans les compositions, arrive tout à la fin, même après les conservateurs. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 1% d'huile d'avocat dans votre shampoing et que tout le reste... Donc ça c'est quelque chose que je souligne et que je trouve assez positif chez eux. Et ils ont également de nombreux engagements éthiques et écologiques, et sur ça je peux que les féliciter. Voilà, ils évitent les packaging inutiles, ces choses là, donc ça moi je trouve ça plutôt cool. Mais, parce qu'il y a un mais, moi il y a plusieurs petits points qui me posent vraiment problème. Tout d'abord, il y a la présence de sulfate agressif un petit peu partout, dans les shampoings, dans les soins visage, etc. Qui est pour moi totalement rédhibitoire. Donc ça c'est mon avis personnel. Mireille, oublie pas, je suis anti-sulfate comme je te l'explique ici. Mais je dois avouer que souvent la suite des compositions n'est pas si horrible. Il existe tellement pire, donc bon, si tu souhaites comprendre pourquoi je ne souhaite plus utiliser de sulfate sur mon corps, la vidéo est là, je t'invite à la regarder. Ensuite également je trouve ça regrettable de trouver des parabènes, des agents de chélation, des PEG qui sont polluants à produire, des dérivés de silicone dans certaines des compositions, même si elles sont en moindre quantité. Bref, c'est 2-3 trucs chimiques dont on pourrait clairement se passer. Cependant je crois comprendre qu'ils sont en train de se débarrasser progressivement des parabènes, de leur composition, donc ça c'est un point positif que je tiens à féliciter, puisque apparemment ils sont en train de renouveler leur gamme d'après ce que j'ai compris. En revanche, le point le plus épineux pour moi et le plus problématique, c'est la présence quasi systématique et incessante de parfums plus huile essentielle, qui pour moi me pose un réel problème. Donc on va faire un petit focus sur les parfums. Selon les résultats d'une étude menée par Greenpeace en 2005, les parfums renferment des substances potentiellement dangereuses pour la santé. En effet, les analyses ont prouvé qu'ils contiennent des phtalates, des muscs synthétiques et des produits chimiques aux effets extrêmement préoccupant, je cite. Déjà en 1986, un rapport fait au Congrès américain expliquait que les parfums étaient composés d'une grande part de produits pétrochimiques parce que la plupart des produits de synthèse utilisés en parfumerie étaient fabriqués à partir du pétrole. Plusieurs parfums sont toxiques à faible dose pour un nombre croissant d'individus et ils peuvent également causer un bon nombre d'allergies comme l'alpha-isométhylhinonone et les substances allergènes que je vous ai citées précédemment dans le focus compo. Sur 3000 produits chimiques utilisés par l'industrie des parfums, 884 peuvent causer le cancer, des défauts congénitaux, des désordres du système nerveux central, des irritations de la peau et des yeux, des réactions allergiques, des sensibilités chimiques. Donc ça c'est une source de l'Institut national de la santé et de la sécurité au travail des États-Unis de 1989. Donc vous vous rendez compte, c'est pas depuis hier voilà, qu'on percute que le parfum c'est pas si bien. Ensuite, l'exposition à un seul de ces ingrédients ne peut pas être problématique effectivement, mais combiné à d'autres choses, c'est là où ça se corse Mireille, donc c'est ce qu'on appelle le fameux effet cocktail. Je t'invite à compter combien de produits chimiques tu utilises sur ta peau et que tu t'appliques quotidiennement. Tu ajoutes à ça une petite dose de parabène par-ci, une dose de parfum par-là, une dose de parfum par-là, de l'ODTA par ici, encore du parabène par-là, etc., etc. Autant de molécules qui peuvent être dangereuses ou estimées potentiellement dangereuses, qui pénètrent notre corps et notre organisme et on sait clairement pas comment ça réagit. Et j'ajouterais même que les huiles essentielles peuvent être dangereuses et elles ne sont pas à utiliser n'importe comment. Par exemple, l'huile essentielle de bergamote peut rendre les gens sensibles aux polluants ou au soleil, donc c'est pas voilà.
On n'utilise pas ça n'importe comment non plus. Donc pour moi, les parfums combinés aux substances sensibilisantes plus les huiles essentielles, je ne suis clairement pas pour. Après j'en conviens, ça sent très bon, ça laisse une odeur marquée sur la peau, ça dure longtemps, mais pour moi c'est clairement de trop. Pourquoi pas utiliser tout simplement les parfums déjà assez forts et efficaces des huiles essentielles pour parfumer les cosmétiques Lush et pas rajouter en plus de ça des parfums derrière. Donc pour moi Lush c'est bien à petite dose pour faire un cadeau sympathique qui change un peu, avec lesquels on peut avoir des ingrédients de qualité et en réelle quantité dans le produit. Moi mon avis il est clairement mitigé sur Lush. Je n'achèterai jamais moi-même de produits Lush. Après, on m'en a déjà offert, je m'en suis déjà servi, mais c'est vrai que de moi-même, je n'irai pas acheter des produits Lush. Voilà. Bref, et vous, quel est votre avis sur votre marque? Parce que c'est vrai que je vous demande jamais vos avis. Donc est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous avez apprécié l'expérience Lush? Que pensez-vous des produits? Est-ce qu'ils ont eu un réel effet sur vos cheveux ou sur votre peau, etc. etc. Et n'hésite pas aussi à cliquer par ici, ça me fera très plaisir. Donc voilà, j'ai fini pour cette analyse marketing. N'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu parce que c'est comme ça que tu aides ma chaîne à progresser et que j'arrive via ton aide à sensibiliser des gens au contenu de leurs cosmétiques, parce que bien souvent ils ne sont pas au courant de tout ce que ça peut contenir comme choses dangereuses. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.